Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo aujourd'hui où cette fois je vais pas spécialement vous parler de gens qui assistent au public dans les émissions de télé. En fait, aujourd'hui je voulais vous parler d'un autre sujet, je voulais vous parler de musique. Et voilà, en fait c'est des vidéos que je ferai un peu spontanément quand j'aurai envie de vous parler de quelque chose. Il n'y a pas forcément de règles ou de calendrier, ça sort un petit peu comme ça quoi. Vous avez certainement remarqué que dans les vidéos où je joue du piano, 98% de ce que je joue, ce sont des musiques de films. Et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé pourquoi il joue que ça, pourquoi il joue pas d'autre chose, du classique, du jazz, de la musique pop. Ou peut-être que vous vous êtes pas posé la question parce que vous avez juste autre chose à faire de vos journées, ce qui serait un argument tout à fait recevable. Toujours est-il que j'aimerais vous parler un petit peu de mon rapport aux musiques de films. Pour vous donner une idée, en fait, les musiques de films, c'est vraiment tout ce qui me constitue depuis que je suis né. Durant mon enfance et mon adolescence, toute ma culture musicale, je me la suis faite à travers le cinéma, en regardant des films qui avaient tous des musiques plus mémorables les unes que les autres. Moi, je suis né en 93, c'est l'année de la sortie de Jurassic Park, et c'est vrai qu'en fait, les années 80-90, c'était vraiment un âge d'or pour les musiques de films. C'est là qu'il y a eu les plus gros succès qu'on continue encore à jouer aujourd'hui. C'est là qu'on a eu Jurassic Park, je vous disais, Batman, Édouard aux mains d'argent, L'étrange Noël de Mister Jack, Titanic, enfin voilà, des gros succès. Et en fait, une fois que j'ai commencé à étudier la musique vraiment sérieusement, quand j'avais 18 à 19 ans, où je me suis intéressé au solfège, où j'ai pris des cours d'harmonie, de contrepoint, là j'ai un peu mis de côté les musiques de film parce que je me suis intéressé à un nouveau répertoire qui était donc le répertoire de la musique classique, où notamment j'ai étudié beaucoup de Jean-Sébastien Bach. Et une fois que je suis rentré au conservatoire, donc j'ai intégré des classes d'écriture. Alors l'écriture, il y a deux cursus. Il y a un cursus d'écriture et un cursus de composition au CNSM de Paris. Le cursus composition, en fait, c'est très simple. C'est les élèves qui inventent des thèmes, des idées, et ils ont absolument carte blanche. Les cours d'écriture, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va étudier des partitions de compositeurs. On va vraiment aller très loin dans l'analyse. On va regarder comment il fait les enchaînements d'accords, comment il structure ses pièces, quels sont le type de mélodies qu'il compose. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un exercice de style. C'est-à-dire d'apprendre à écrire à la manière de, donc à la manière de Beethoven, Schubert et compagnie. Alors c'est un exercice qui a ses avantages et ses défauts. C'est un exercice en fait qui est très frustrant au début parce que en gros on vous demande de composer comme Jean-Sébastien Bach, donc forcément c'est moins bien. Mais le point positif, c'est que en fait ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire et qui pourra vous servir par la suite quand vous composerez vos propres idées. Et c'est même et quand j'ai ouvert certaines partitions, il y a vraiment des passages dont je suis littéralement tombé amoureux, que j'ai tout de suite, que je me suis empressé de recopier. Je les ai joués au piano, je les ai transposés pour vraiment essayer de me les approprier et peut-être un beau jour, inconsciemment, les restituer de manière inconsciente, quoi. Et c'est un truc très juste qu'avait dit John Powell. Il a dit qu'est-ce que c'est qu'un compositeur? C'est quelqu'un qui cherche à reproduire des musiques qu'il a aimées. Et il a absolument tout dit. C'est exactement ça en fait. On cherche en permanence à reproduire des musiques qu'on a aimées. Euh, et donc, je vous parlais donc de ces, comment dire, de ces classes qu'on avait. Et j'ai aussi commencé à étudier beaucoup de symphonies. Symphonie qui est peut-être la forme musicale la plus exigeante, la plus complexe et oui, la plus autorisante de toutes. Parce que donc, une symphonie, c'est une musique pour orchestre. Donc, ce qui requiert d'avoir une connaissance totale de tous les instruments de l'orchestre pour savoir pour qui on écrit, si c'est jouable par des humains. Et au niveau de la durée, une symphonie en général ça dure une demi-heure. Il y en a parfois qui peuvent durer une heure, mais la durée moyenne c'est une demi-heure. Donc, quand j'ai étudié toutes les symphonies, j'ai réussi en fait finalement à faire le cheminement inverse par rapport aux musiques de films. C'est-à-dire que j'ai compris que John Williams, par exemple, c'est quelqu'un qui avait maîtrisé tous les codes de la symphonie, qui connaissait ça vraiment sur le bout des doigts, et qui avait, au lieu de s'enfermer dans une espèce d'élitisme, avait réussi à le restituer de la manière la plus accessible possible et qui avait réussi à toucher des milliards de gens, parce que lui, ça se compte vraiment en milliards. Les gens qui ont entendu Star Wars ou Les Dents de la Mer, voilà, c'est des milliards de gens sur plusieurs générations, quatre en l'occurrence, et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et comment dire,
Vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un quelle est ta symphonie de Mozart préférée, vous risquez de vous prendre beaucoup de vent. Par contre, vous allez au pif, vous demandez quelle est ta musique de film préférée, tout le monde aura quelque chose à vous répondre. Vous pouvez même demander à un mec de banlieue qui écoute que du rap, qui déteste la musique classique, il aura forcément une musique de film qui l'a touché à un moment donné parce que comme tout le monde, il a regardé des films. Donc c'est ça que je trouve vraiment remarquable, c'est que la musique de film, elle a un pouvoir fédérateur et à son voilà, quel que soit le compositeur, ça arrive à toucher plein de gens. Sauf, et c'est là que j'en viens à mon bémol par rapport au conservatoire, sauf à un certain milieu, qui est en l'occurrence le milieu des gens qui sont en conservatoire, c'est-à-dire qui jouent beaucoup de musique classique, qui jouent ces répertoires-là depuis qu'ils sont enfants, et qui ont une certaine tendance à regarder la musique de film un peu de haut, avec une forme de snobisme, parce que c'est comme s'ils avaient l'impression que la musique de film appauvrissait ou popularisait leur répertoire. Et ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens à la cafétéria, et à un moment donné, dans la conversation, il y en a un qui avait eu le malheur de prononcer le nom de Hans Zimmer, et là, il y en a un qui a fait «Oh non, pas de gros mots, s'il vous plaît». Donc voilà, c'était un petit peu la mentalité. Et moi, vu que je venais à 100% des musiques de film et que j'avais étudié la musique classique très tard, euh, au début, je me sentais un peu comme un intrus en fait quelque part. Du coup, je ne parlais pas de musique de film parce que je savais que c'était pas bon d'en parler. Et je faisais semblant de connaître des œuvres que je ne connaissais pas. Parce que quand quelqu'un te dit, oui, tu sais, évidemment, dans la symphonie en si bémol majeur de Mendelssohn, tu sais, quand ça fait papapam, papam, tu dis, ah bah oui, évidemment. Tu vas pas lui dire non, je ne connais pas, parce que dans ce cas-là, le mec va te dire mais qu'est-ce que tu fous au CNSM? Donc j'ai toujours eu cette espèce de comment dire d'ambivalence où je me sentais un peu le cul entre deux chaises pour tout vous dire. Mais enfin, j'ai fait 3 ans d'écriture où là c'était vraiment uniquement les études de style et il y a eu la dernière année au conservatoire où là j'ai vraiment pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire intégrer le cursus de musique à l'image. Et là j'ai pu commencer à parler de musique de film avec des gens qui venaient du même monde que moi et surtout, j'ai pu faire des rencontres très intéressantes parce que le conservatoire avait des partenariats avec des écoles de cinéma, des écoles d'animation. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à la rencontre des élèves, ils nous parlaient de leurs projets. Voilà, je suis en train de faire tel film, ils nous montraient. Est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, il y avait autant d'élèves en conservatoire en animation quasiment. Donc il y avait à manger pour tout le monde. Et ça a permis de faire de très chouettes rencontres. Je salue notamment Christophe, qui est d'ailleurs l'un des premiers à chaque fois à liker mes vidéos. Et voilà, donc là c'est vraiment, ça a été l'année de la libération quelque part. Et il y a un autre point dont je voudrais parler, c'est que je pense que on ne mesure pas en fait la quantité de travail que composer une musique de film représente. Là par exemple, j'ai un recueil des 4 symphonies de Robert Schumann. Là j'ai juste pris la première symphonie. Là ouais, c'est comme ça que c'est fait. Donc en fait en bas vous avez les cordes. Au milieu, vous avez les percussions et les cuivres, et en haut, vous avez les bois. Voilà, et ça, c'est ce que le chef d'orchestre a sous les yeux pendant le concert, pour savoir exactement qui fait quoi, à quel moment. Et donc cette symphonie, la première symphonie de Schumann, qui dure une demi-heure, elle fait très exactement 108 pages. Ok? 108 pages pour une symphonie. Maintenant, voici la bande originale de Batman le défi, composée par Danny Elfman. Vous voyez que c'est déjà un peu plus épais. Et elle fait 410 pages. Voilà. Donc, dans une bande originale, vous avez de quoi faire tenir 4 symphonies. N'oublions pas que un compositeur pour qui les affaires marchent bien, il peut parfois être amené à faire 3 voire 4 films par an. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait 1200 pages de partition et l'équivalent de 16 symphonies. Un autre point très important, c'est qu'un compositeur de musique de film n'est pas totalement libre de ses idées, contrairement à quelqu'un qui va faire un album ou quelqu'un qui va écrire de la musique de concert. Le compositeur de musique de film, il doit avoir l'approbation du producteur et du réalisateur. Parfois, il arrive que les deux n'aiment pas, donc il doit repartir de zéro. Parfois, il arrive que le réalisateur aime bien, mais que le producteur n'aime pas, donc il faut essayer de négocier, il faut essayer de convaincre, il faut essayer de se contorsionner pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc déjà, il y a cette espèce voilà, comment dire, d'encadrement très strict des idées. Je mentionne évidemment le fait que le montage peut changer d'un jour à l'autre. Une scène peut faire 4 minutes le lundi et faire 3 minutes 40 le mardi. Et en fait, il ne s'agit pas juste d'enlever 20 secondes. Parfois, il faut repenser vraiment toute la scène. Donc, il y a vraiment à la fois une quantité de travail
et de modifications permanentes. Et évidemment, les délais pour composer des musiques de films sont très courts. En général, c'est 3 mois, mais ça peut être un mois, voire 2 semaines. Donc voilà, je voulais un peu faire part de cet aspect-là. Et un dernier chose, c'est que ce que j'aime particulièrement avec les musiques de films, c'est que c'est pas un genre en soi. Contrairement à, tu dis à quelqu'un, je joue du jazz, bon bah tout de suite on identifie, voilà, des pianos, une contrebasse, une batterie. On a des choses très précises qui nous viennent en tête. Maintenant, tu dis musique de film, ça veut tout et rien dire. Même si les thèmes les plus connus c'est Star Wars, des musiques plutôt orchestrales, on va dire, qui sont assez impressionnantes au niveau de la forme, en fait, normalement, il n'y a pas une musique de film qui est censée ressembler à une autre parce que c'est une invitation à faire des mélanges de genres. Par exemple, Mathieu Lambolet, qui est un compositeur français qui est assez jeune, qui a composé la musique de la série Lupin, il a mélangé du rap avec de la musique post-romantique avec des guitares électriques. Pour un autre film, il a mélangé des percussions brésiliennes avec une viole de gambe, donc un instrument de l'époque baroque, et ça marche du feu de Dieu. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant avec les compositeurs de musique de film, c'est qu'en fait, ils doivent avoir une culture globale de tous les styles de musique sans aucune forme de jugement ou de snobisme, en fait, sans se dire ouais non ça je vais pas y toucher, c'est de la merde, parce que c'est possible que sur un film un jour ils soient obligés d'imiter ce style-là. Donc je pense qu'en fait c'est aussi une grande leçon d'humilité en fait par rapport à la musique en général, par rapport au fait de rester ouvert et curieux sur tous les types de musique qui existent. Et c'est pour ça que je pense que la grande musique de 2024, de notre époque, on les entend dans les salles de cinéma. Et je finis en disant que peut-être un compositeur comme John Williams, euh, je fais le pari, je parie tout ce que vous voulez, que dans un siècle, on continuera à jouer les musiques de Star Wars, d'Harry Potter, d'Indiana Jones, au même titre qu'on continue à jouer des musiques de Mozart ou de Beethoven. Et je pense que dans les conservatoires ou les salles de musique, il y aura son portrait à côté de Stravinsky et de Ravel. Parce que c'est pas qu'un compositeur de musique de film, c'est un compositeur tout court qui fait vraiment évoluer le langage et qu'on a, je trouve, beaucoup de chances d'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les musiques de films que vous aimez, je serais très curieux de le savoir. Et je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à bientôt. Au revoir.